7h42, un 194e siège à l'ONU, ce sera peut-être celui de la Palestine, et c'est aujourd'hui en tout cas que l'Assemblée générale des Nations unies doit se prononcer sur une adhésion palestinienne comme État non membre. La demande intervient dans un climat, on le sait, particulièrement tendu. Depuis une semaine, les affrontements ont cessé à Gaza entre le Hamas et Israël grâce à la trêve signée mercredi. Mais enfin, le cessez-le-feu reste toujours précaire. Avec cette reconnaissance, la Palestine, dit-on, obtiendrait le même statut que le Vatican, un tournant et un symbole fort, mais un symbole qui pourrait tout de même raviver quelques tensions. Depuis quelques jours, les prises de position des pays non membres de l'ONU n'arrêtent pas de pleuvoir. Alors on pourrait s'amuser peut-être à établir une liste à l'après-vert des dernières intentions de vote. Vont voter pour l'Autriche, le Danemark, l'Espagne, la Norvège, la Suisse, la Turquie et la France vont voter, se sont prononcés contre l'Allemagne, les États-Unis et Israël. Et dans le rang des abstentionnistes, se sont d'ores et déjà déclarés la Lituanie et le Royaume-Uni sous réserve de certaines conditions. Bref, cela dit, la majorité ne devrait pas être difficile à obtenir. 132 États ont déjà reconnu la Palestine comme un État et les vétos sont interdits à l'Assemblée générale. Le succès de Mahmoud Abbas est donc quasiment assuré. Alors, pourquoi en parle-t-on autant ? Et au fond, quels sont aujourd'hui les véritables enjeux de ce 194e siège, si tout est déjà joué à l'avance ? Nos invités, Jean-Paul Chagnolot, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'université à Cergy-Pontoise et directeur de l'IREMO. L'IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Voilà, et donc patron également de ce qui en dépend, la revue Confluence Méditerranée. On a pu lire en page rebond de Libération mardi dernier un long texte signé par les membres de l'IREMO. La France doit être leader sur la reconnaissance de Palestine. Et puis nous sommes avec Aude Signol, bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex grâce à nos amis que nous saluons de France Bleu Aix-en-Provence. Vous êtes professeur à l'IEP d'Aix-en-Provence, spécialiste de la Palestine, et vous allez vous diriger un programme de recherche sur les communautés palestiniennes à l'Institut d'études sur l'islam et les sociétés du monde musulman. Alors la première question, peut-être d'abord Jean-Paul Chagnolot, que veut-on dire et qu'est-ce que cela signifie quand on parle d'une adhésion palestinienne comme État non membre comparable au Vatican ? Alors, je crois que, d'abord, il n'y a pas dans la Charte des Nations Unies de catégorie de ce genre. Les constituants des Nations Unies, en 1945, n'avaient pas prévu ça. C'est simplement plutôt un moment presque obligé de passage pour beaucoup d'États. Il y a beaucoup d'États qui ont eu ce statut et qui sont devenus ensuite des États membres. Alors la différence, fondamentalement, c'est qu'un État non membre a à peu près tous les droits d'un État membre, sauf qu'il ne vote pas, sauf qu'il ne participe pas du point de vue de la délibération. Mais sinon... Mais il fait entendre sa voix. Comment ? Il fait entendre sa voix. Il participe à des débats, mais il ne vote pas. Mais il ne votera pas. Il y a donc la prochaine étape, ce serait qu'il y ait une reconnaissance, mais cette reconnaissance, elle doit passer non pas par l'Assemblée générale, où il y a une majorité simple, simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, à coup sûr, la Palestine sera admise comme État non membre. Il faut passer par le Conseil de sécurité. Pour le Conseil de sécurité, il faut avoir une majorité, 9 sur 15, et bien entendu qu'il n'y ait pas de veto. On sait bien que les États-Unis sont là, à coup sûr, pour mettre le leur. Donc voilà la situation. Et du point de vue, je ne sais pas si on peut continuer sur cette idée, mais le fait d'être un État non membre, ça qualifie tout de même la Palestine d'État et ça lui donne un certain nombre de droits, de devoirs aussi, on pourra l'évoquer. Et le fait qu'ils aient choisi la date du 29 novembre est tout de même très importante parce que ça renvoie à la résolution 181, qui est la résolution des Nations Unies du 29 novembre 1947. Et le 29 novembre 1947, c'était le plan de partage décidé par l'Assemblée générale des Nations Unies entre un État juif et un État arabe, ayant en plus, il faut bien le rappeler, décidé d'un corpus separatum, c'est-à-dire en fait d'une entité internationale concernant Jérusalem et Bethléem, c'est-à-dire en gros les lieux saints conçus de manière large. Et donc on avait ainsi ces deux États, et c'est sur cette base ensuite qu'il y a eu une proclamation unilatérale d'Israël le 14 mai 1948, ce qui fait que Israël vient de là tout de même, de ce plan de partage, et à l'époque il n'y avait pas de Palestiniens pour affirmer l'équivalent en face. Le symbole est très fort, Aude Signol, effectivement. Est-ce que du coup, aujourd'hui, ce 29 novembre 2012 fait au fond avancer et recolle des morceaux d'avec ce 9 novembre 1947 ? Ah, ça fait.
Oui, alors si vous voulez, effectivement, la date est symbolique pour les Palestiniens et importante. Pour Mahmoud Abbas, c'est aussi une opération, j'ai envie de dire, pour se relégitimer sur la scène politique intérieure, parce qu'il a peu de soutien populaire à Gaza, ça depuis longtemps, mais y compris en Cisjordanie, et il en a encore moins parce qu'il a été marginalisé et simple spectateur par rapport à l'épisode guerrier de la semaine passée à Gaza. Après, si on renvoie la Palestine de 2012 à la Palestine ou l'État arabe de Palestine tel qu'il avait été pensé par les Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies en 1947, il y a quand même des différences notables, notamment en termes territoriaux, parce que la Cisjordanie et bande de Gaza aujourd'hui, enfin en tout cas pour ce qui est de la Cisjordanie, c'est une entité totalement morcelée. Les Palestiniens, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas ne contrôlent finalement que les principales agglomérations de la Cisjordanie, mais il n'y a aucune continuité territoriale entre elles. Et puis par rapport à 1947, ces 40-50 dernières années, il y a eu une opération de colonisation par l'État d'Israël de la Cisjordanie qui fait qu'on a aussi une imbrication aujourd'hui de population juive et palestinienne à l'intérieur même de cette Cisjordanie. Alors c'est vrai que c'est tout de même quand même la question que l'on peut se poser, surtout quand l'on sait que les trêves de part et d'autre sont d'une fragilité extrême. Le symbole est fort certes, mais à quoi va-t-il servir et que reconnaît-on vraiment Jean-Paul Chadiolo, il n'y a au fond quasiment pas très peu aujourd'hui de points communs entre la Cisjordanie d'un côté et la bande de Gaza de l'autre. Mahmoud Abbas, certes, aura la vedette et sera dans le rond de lumière à New York aujourd'hui, mais celui qui est dans le rond de lumière sur le terrain, avec qui même certains Israéliens commencent à vouloir discuter, si l'on en croit, et en tout cas c'est le vœu de Abraham Yehoshua dans la tribune rebond du Libération d'aujourd'hui, c'est plutôt avec le Hamas qu'il faut discuter, mais est-ce qu'on va vraiment reconnaître, et comment peut-on reconnaître un État qui est coupé en deux et dont on sait que l'autorité de l'un ne s'exerce plus sur l'autre? Moi, je crois qu'il faut distinguer deux champs. Le champ du droit, le champ du politique. Le champ du droit, c'est le fait qu'une institution internationale universelle, les Nations Unies, vont reconnaître la Palestine comme État. Nous sommes dans le droit. Et c'est un retour au droit international, avec tout ce que ça implique, l'idée qu'il faudrait qu'il y ait un État palestinien dans les frontières de 67, c'est-à-dire en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Il ne faut pas oublier Jérusalem-Est qui a été illégalement annexé par Israël, étant entendu qu'aucun État au monde, pas même les États-Unis, n'a installé son ambassade dans Jérusalem-Est, c'est quand même très clair, ni même dans Jérusalem. Et puis, il y a Gaza. Donc, il faut rappeler ce droit. Et maintenant, sur le plan politique, nous sommes évidemment dans un autre registre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme ça a été dit à l'instant, l'État potentiel, concret, le territoire de l'État palestinien, c'est trois morceaux. Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Et la Cisjordanie elle-même est coupée au moins en trois morceaux. Parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui 500 000 colons au total, et même un peu plus, entre la Cisjordanie et Gaza. Et c'est vrai que si on devait créer un État sur ce que contrôle aujourd'hui l'autorité palestinienne, ça serait en gros trois cantons de la Cisjordanie, avec en gros Naplouse, Ramallah, et puis Hébron au sud. Donc c'est absolument invraisemblable. Et c'est bien pour ça qu'il faut revenir au droit. Parce que le droit doit dépasser tout cela en clair. Des négociations aujourd'hui qui seraient simplement bilatérales en oubliant le droit seraient totalement asymétriques et par conséquent, elles n'ont aucune chance d'aboutir. C'est bien pour ça d'ailleurs que... Mais vous pensez vraiment que le droit onusien va du coup, d'un coup de baguette magique, régler justement cet effet tacheté des territoires palestiniens qui ne font pas un État? Je ne le crois pas, évidemment, ça ne va pas se faire comme ça. Sauf que si on en reste à la situation telle qu'elle est aujourd'hui, nous sommes dans une asymétrie totale sur le terrain. Et donc, dans les négociations, si négociations il devait y avoir. Et donc, les référents d'une négociation sont en fait des référents qui partent du rapport de force. Or là, on est sûr d'aller dans l'impasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout avec ce gouvernement israélien, c'est vraiment de dire, on vous donnera quelques cantons et c'est tout. Vous n'aurez rien pour le reste. C'est bien pour ça que les négociations sont dans une impasse absolue avec le Likoud, qui en plus se droitise là en ce moment avec les primaires. Donc, on va rappeler que la communauté internationale veut que ça soit sur des bases juridiques, à négocier aussi, mais des bases juridiques qui impliquent les frontières de 67. On peut tout de même admettre qu'un État ne souhaite pas reconnaître un autre État susceptible de lui balancer des roquettes à tout moment.
On est tout à fait d'accord là-dessus. Et je crois que la sécurité de l'État d'Israël doit, en tout état de cause, être absolument garantie. Bien entendu, c'est fondamental. Mais on a bien vu qu'elle l'était très peu, quand même. Mais je crois que la sécurité de l'État d'Israël, qui est une préoccupation majeure, eh bien, elle doit vraiment être assumée, non pas par la guerre, mais par la paix. Je crois que la meilleure des sécurités pour l'État d'Israël, c'est qu'il y ait la paix, et pas simplement des guerres à répétition, des guerres sans fin. Et c'est pour ça, je crois, que la communauté internationale, en rappelant le droit, doit aussi rappeler que ce sont les moyens d'arriver à une vraie paix. Moi, si j'étais israélien aujourd'hui, je serais en faveur d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, avec des garanties multiples, y compris d'ailleurs, ça a été évoqué par certains négociateurs israéliens, la possibilité d'une force multinationale qui serait fondamentalement américaine, il ne faut pas rêver, les Européens n'en veulent pas, car évidemment les Israéliens, à juste titre, estiment que leur sécurité, c'est eux qui doivent l'assurer. Mais il pourrait avoir, au moins pendant quelques années, une force multinationale, ça a été évoqué. Donc je veux dire que la sécurité de l'État d'Israël passe par la création d'un État palestinien, beaucoup de diplomates le disent. Alors une question d'Agnès Benassi-Carré et puis Haute-Signol à Aix-en-Provence. Agnès ? Oui, vous avez dit donc il faut distinguer le droit, la politique, mais est-ce que la préoccupation des Palestiniens, c'est quand même pas avant tout l'emploi et le niveau de vie ? Les emplois sont beaucoup en Israël, donc les Palestiniens vivent aussi avec des transferts extérieurs, donc est-ce que finalement c'est viable cette situation d'un État en plusieurs morceaux qui produit finalement pas grand-chose ? Je n'ai pas souvenir d'avoir jamais acheté un produit palestinien. Et est-ce que finalement la priorité c'est pas garantir les droits de propriété, les droits des contrats, avoir des investisseurs, avoir des entrepreneurs, et puis le reste viendra ? C'est exactement Jean-Paul l'inverse. Oui, je crois que c'est très juste de parler de cette question de l'économie, c'est fondamental. Mais aujourd'hui, les Palestiniens n'ont aucune maîtrise de leur économie. Aucune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les produits que l'on trouve sur les marchés palestiniens sont israéliens ou chinois. Donc, seul un État, c'est-à-dire la maîtrise de son territoire, la maîtrise de son destin politique, mais d'abord de son territoire, ferait qu'il pourrait y avoir une construction économique viable, notamment, par exemple, en gérant son import-export. Aujourd'hui, ce qui est produit par les Palestiniens, eh bien, en fait, ne peut pas sortir, par exemple, à Gaza. Et inversement, les exportations ne sont pas contrôlées. Donc, l'État est nécessaire sur le plan politique, mais l'État est nécessaire sur le plan économique tout autant, et même peut-être davantage encore. Car aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie désespérance de la jeunesse palestinienne qui n'a vraiment pas grand-chose aujourd'hui, ni comme avenir politique, ni comme avenir concret, social, personnel. Haute-Signol, donc toujours cette même question, quelle est la légitimité au fond de la demande de l'autorité palestinienne sans le contrôle réel de Gaza pour l'ONU ? Oui, non, je pense que c'est deux questions différentes. La question de la reconnaissance de l'État, effectivement, sur le plan international, et là je rejoins ce que M. Chaniolo a dit, pour Mahmoud Abbas et les Palestiniens dans leur ensemble, l'enjeu c'est de sortir du canal de négociation qui avait été tracé par Oslo, qui les plaçait dans un face-à-face, dans des relations bilatérales avec le parrainage des Américains qui, progressivement, a été tout sauf neutre. Et donc pour Mahmoud Abbas, la stratégie qu'il avait déjà entamée depuis 2011, de retourner, de refaire revenir dans ce canal des négociations, le droit international, la communauté internationale, c'est effectivement une manière de se sortir un petit peu de ce rapport de force extrêmement défavorable aux Palestiniens sur le plan politique. Après, la question, effectivement, est que l'urgence, l'impératif pour les Palestiniens, c'est aussi la réconciliation nationale entre le Hamas et la bande de Gaza, parce qu'on a effectivement deux gouvernements distincts avec des territoires très séparés. Il s'en est fallu de peu que le Hamas ne soutienne pas l'initiative de Mahmoud Abbas. Elle soutient au final, avec d'ailleurs quelques conditions, l'initiative de Mahmoud Abbas, mais enfin, il y a un signe qui donne quand même une sorte de fragilité encore. Je crois que à cette demande. Si vous voulez, je crois qu'il y a deux choses. La question de la réconciliation est effectivement fondamentale. Il aurait été beaucoup plus fort à Mahmoud Abbas s'il avait parlé, comme ça avait été prévu par des accords avec le Hamas il y a quelques mois, qu'il se présente comme étant le président de l'ensemble des partis politiques palestiniens. Cela dit, le Hamas, tout de même, notamment par la voix de Khaled Meshal, a soutenu l'initiative. Donc c'est un pas important dans cette affaire très compliquée. Si je peux me permettre, je peux revenir une seconde sur la question de Madame tout à l'heure, parce que ce sera une question importante.
pour conclure la première partie, est-ce que nous arrivons au bout? Mais je vous en prie, allez-y. Non, mais allez-y. Oui, en quelques mots, moi j'étais il n'y a pas très longtemps là, dans un village pas très loin de la ligne verte, qui devrait donc être la frontière à renégocier sur le plan juridique. Il y avait des jeunes qui avaient 20 ans et qui partaient en Israël de manière clandestine, parce que c'est interdit aujourd'hui d'aller travailler en Israël. Et donc ils partaient en se faufilant à travers les barbelés pour pouvoir aller en Israël. Évidemment, Israël doit le savoir. Et donc, mais il y a des centaines, des milliers de jeunes qui font ça. Franchement, c'est pas une vie, quoi. C'est très important de comprendre ça. Ils voudraient vivre autrement, normalement, simplement, normalement. 8h17 lors de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Les applaudissements qui ont accueilli le discours du président Mahmoud Abbas devant l'Assemblée générale des Nations unies le 23 septembre de l'an dernier laissent peu de place au doute. La grande majorité des 194 États représentés à l'Assemblée générale des Nations unies va accorder à l'autorité palestinienne le statut d'État observateur non membre, celui dont jouit déjà le Vatican. En octobre de l'an dernier, la Palestine avait déjà obtenu un siège à l'UNESCO. La montée en puissance diplomatique de l'autorité palestinienne se poursuit donc. À la création d'un nouvel État, le droit international souvent invoqué pose 4 conditions. Ce sont ce qu'on appelle les 4 critères de la Convention de Montevideo. Primo, il faut une population permanente. Pas de problème, les Palestiniens se sont en effet constitués en peuple depuis un bon demi-siècle. Il faut beaucoup de mauvaise foi pour le nier. Secundo, le contrôle d'un territoire défini. Et déjà là, le bât blesse. L'État d'Israël, s'il a évacué Gaza il y a 7 ans, contrôle de large part des territoires de Cisjordanie qu'il a annexés à la suite de la guerre des 6 jours en 1967. Et il y a installé des colonies où vivent et travaillent 1,5 million de ses propres citoyens. Mais surtout, il y a la discontinuité territoriale entre la Cisjordanie et Gaza. Quel est donc le territoire que contrôlerait un éventuel État palestinien ? Avec le 3e critère, ça coince encore plus, puisqu'il s'agit de l'existence d'un gouvernement reconnu. Or, l'autorité du président Abbas ne s'exerce en rien sur la bande de Gaza, tombée, comme on sait, sous le contrôle du Hamas. D'ailleurs, il n'y a pas seulement 2 territoires. Le puzzle palestinien comporte en réalité 5 pièces, comme l'écrit le célèbre éditorialiste américain Aaron David Miller sur le site Slate France. Outre la Cisjordanie et Gaza, 300 000 Palestiniens résident à Jérusalem-Est, paient leurs impôts en Israël et bénéficient à ce titre de prestations sociales que l'OLP est loin de pouvoir leur fournir. 1 300 000 Palestiniens vivent en Israël et sont citoyens de cet État. Sans oublier la diaspora palestinienne, environ 5 millions de personnes installées en Jordanie, au Liban et ailleurs. Le critère qui sera privilégié, c'est donc, parmi ces critères de Montevideo, le 4e, la capacité à entretenir des relations diplomatiques. Les pays qui vont voter pour la reconnaissance, dont fait désormais partie la France, espèrent, en accueillant un embryon d'État palestinien, relancer un processus de paix avec Israël qui s'est tant ensablé depuis Oslo, il y a maintenant 19 ans. Or, comme l'écrit le même Aaron David Miller dans un autre article daté d'hier sur le site Slate américain, cette fois, la trêve intervenue entre Gaza et Israël a été négociée entre Netanyahou, le Hamas, et Mohamed Morsi. Le premier veut montrer à l'approche des élections israéliennes qu'il a restauré la sécurité de l'État juif sans avoir rien concédé. Le second entend profiter de la trêve pour étendre son influence au détriment de l'OLP en Cisjordanie. Le 3e, issu des frères musulmans, comme on sait, joue un jeu compliqué entre son protégé, le Hamas, et son protecteur, les États-Unis. Et surtout, il a bien d'autres chats à fouetter sur place au Caire, où il a engagé, comme on sait, un bras de fer avec l'appareil judiciaire. En un mot, ces affrontements et la trêve qui les a suivis ont eu pour effet d'affaiblir considérablement la position de Mahmoud Abbas, négociateur raisonnable. En consultant la presse et les think tanks américains, on trouve 2 positions contradictoires. Ceux qui, comme Thomas Friedman, menacent Israël d'un désengagement des États-Unis dans la région. Nous n'avons, je le cite, nous n'avons plus les moyens de nous occuper du Moyen-Orient. Nous avons trop à faire chez nous. Ne comptez plus sur l'Amérique pour venir à votre secours. Vous êtes tout seul. Fin de citation. Dans un article publié hier sur le site Telos, Zaki Laïdi explique pourquoi il ne croit pas à un tel désengagement. Il fait partie de ceux qui, à rebours, estiment qu'Obama pourrait bien profiter de son second mandat pour relancer les négociations en imposant la solution des 2 États. C'est de longue date, comme on sait, le choix de la diplomatie française. La chronique de Brice Couturier à télécharger, retrouvée sur franceculture.fr. Réaction, la partie de la discussion des matins est engagée. Haute-Signol, Aix-en-Provence, Jean-Paul Chagnolot.
Écoutez, moi je trouve ça très intéressant, sauf que quand on parle des critères de l'État, il faut bien regarder les choses de plus près. S'agissant par exemple du territoire, il faut reprendre un principe fondamental en droit international qui est l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force. Et par conséquent, lorsqu'un État, quel qu'il soit, occupe le territoire d'un autre, ou un territoire qui n'a pas d'État encore, eh bien ça ne vaut pas souveraineté. Autrement dit, aujourd'hui, il est bien évident que Israël n'a aucune souveraineté sur la Cisjordanie, sur Gaza, et pas davantage sur Jérusalem-Est, alors que c'est unilatéralement annexé. Sur le plan du droit international, c'est à peu près incontestable. Et j'ajouterais que ce vote aujourd'hui va renforcer ce rappel au droit, et en particulier, ça a été évoqué tout à l'heure dans un de vos reportages, l'idée de l'application de la 4e Convention de Genève sur la protection des personnes, des civils en situation de guerre ou d'occupation ou de conflit. Et là, on n'aura pas un territoire occupé avec tout ce qu'on peut dire de vague sur le territoire, mais on aura un État occupé. Par conséquent, la 4e Convention de Genève, elle est fondamentalement applicable. Donc si on ramène tout ça, le critère du territoire, là, il faut le ramener au droit. Et le droit dit que le territoire est bien celui de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza. Et par conséquent, ce critère... Et donc il y a deux territoires qui ne communiquent en rien l'un avec l'autre. La question de la continuité territoriale est un peu un faux problème, parce que le territoire est ce qu'il est. Ensuite, dans les accords d'Oslo, qui avaient envisagé des négociations sur ce point, et puis un certain nombre de discussions très concrètes, on avait imaginé un couloir entre Gaza et la Cisjordanie. Au couloir de Danzig, qu'on connaît les conséquences. Oui, mais non, mais je dis pas que non, mais voilà, la réalité c'est là. Il faut rappeler peut-être une chose, parce que quand on a évoqué la résolution 180, celle du 29 novembre 1947, la bande de Gaza n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était en fait un morceau de l'État arabe. Simplement, les armes, la guerre a fait que ce territoire assez vaste de Gaza a été ramené à cette petite bande de 400 km². Voilà pourquoi elle est séparée aujourd'hui du reste. Mais c'est les conséquences de la guerre de 48. Voilà, je voudrais qu'on n'oublie pas, parce que on la voit. Non, mais pas de problème, mais on ne la voit pas. Haute-Signol à Aix-en-Provence. Oui, par rapport à la chronique, il y a un point implicite en fait qui en ressort, c'est la question de la viabilité économique de l'État qu'on a déjà abordé dans la première partie. Je pense que c'est important en fait de rappeler que effectivement la Palestine est extrêmement dépendante économiquement de l'État d'Israël, mais c'est un processus long qui en fait est un processus de mise en dépendance forcée des territoires palestiniens par l'État d'Israël depuis qu'Israël occupe ces territoires en 1967. Et que là aussi, c'est un faux problème, c'est un faux procès, j'ai envie de dire. Voilà. Que si l'État était totalement indépendant, contrôlait notamment ses frontières, pouvait aussi avoir le contrôle des taxes douanières, le contrôle direct des taxes douanières qu'il pourrait retirer du commerce, les choses en seraient peut-être autrement. Jean-Paul Chagnolot. Oui, si on continue sur le sujet, qui est un bon débat, prenons Jérusalem-Est. Jérusalem-Est fait partie de l'État palestinien si on s'en réfère au droit, y compris ce que dit la communauté européenne, l'Union européenne, mais ça a été unilatéralement annexé. Aujourd'hui, la grande bataille qui s'y joue est une bataille démographique. Israël veut absolument qu'il y ait une majorité juive pour qu'on puisse dire, voilà, Jérusalem est juif. Et donc il y a une grande bataille démographique avec beaucoup d'implantations de colonies dans Jérusalem-Est, et en fait, ce sont des faits accomplis, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le droit. C'est un rapport de force qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une majorité juive à Jérusalem-Est, mais pas, par exemple, du tout de majorité dans la vieille ville. Donc, si on prenait le critère de la majorité, la vieille ville, là où se trouvent les lieux saints, il y a une écrasante majorité palestinienne. Donc, vous voyez, si on prend les choses comme ça, on avance guère. Je crois qu'il faut bien comprendre que si on évoque ces questions, il faut revenir au droit international et ne pas considérer que les faits accomplis sur le terrain peuvent entacher en quoi que ce soit le droit international. Vous avez démoli mon deuxième argument, mais pas mon troisième, à savoir l'autorité politique d'un État sur la totalité du territoire. Or là, on voit bien qu'il y a deux autorités, qu'elles sont concurrentielles, le Hamas et l'OLP. Il y a eu et que le Hamas est de plus en plus pris au sérieux, si j'ose dire, comme interlocuteur, y compris maintenant par Israël. Et encore une fois, si l'on se reporte à l'article de Yehoshua dans Libération, mais même d'autres... Mais là encore, c'est pas que j'ai une obsession de distinction entre le droit et la politique, et le politique, mais enfin, sur le plan juridique, il y a une autorité palestinienne, une seule.
Là-dessus, on est clair. Et c'était reconnu par Oslo, donc sur ce plan-là, c'est clair. Sauf que, effectivement, les Palestiniens sont plus capables aujourd'hui, depuis maintenant 6 ans, de trouver le chemin de leur unité nationale. Donc sur le plan juridique, il n'y a pas de question, c'est l'autorité palestinienne qui va déposer cette demande aux Nations Unies. C'est bien l'autorité palestinienne qui, selon le rappel de vos critères, est l'autorité internationalement reconnue. C'est absolument indiscutable. Sauf que c'est vrai, aujourd'hui, les Palestiniens sont incapables de s'unir, et je crains que ça dure encore longtemps, et que le risque pour les Palestiniens, c'est que cette division politique se s'ancre davantage encore, et que par conséquent, pour le coup, ils perdent beaucoup parce qu'ils ne sont pas capables de s'unir. Mais ça, c'est un aspect politique, quoi. Agnès Benassi-Kéré ? Je voulais revenir à l'imbrication territoriale. Ça existe ailleurs, en Afrique du Sud, avec le Lesotho. Ils ont trouvé un moyen de se partager les droits de douane. Enfin, ça fonctionne. Et les enclaves étrangères dans des pays, ça a existé très longtemps. Les comptoirs commerciaux. Est-ce qu'on peut imaginer une situation avec un État palestinien et des comptoirs israéliens avec de l'activité, avec un effet positif finalement, un effet d'entraînement sur le reste? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Jean-Paul Chagnollo et puis Haute-Signol à Aix-en-Provence. Jean-Paul Chagnollo. Oui, je ne voudrais pas profiter du fait que moi je suis à Paris. Mais je veille au grain. Je veille à ce que Haute-Signol ait la parole. Je sais ce que c'est. Donc, mais juste en un mot, aujourd'hui, la situation, c'est que ce sont des villes israélienne en complète contradiction avec le droit international installée en territoire palestinien. Et je voudrais insister sur un point, c'est qu'il y a une vraie discrimination. Il y a des routes spécifiques réservées aux Israéliens, interdites aux Palestiniens. Et dans ces villes, il n'est pas question qu'un Palestinien puisse y habiter. Donc on est loin de cette idée des comptoirs. Je crois que la seule possibilité, compte tenu de l'importance de certaines de ces grandes villes, dans l'hypothèse d'une négociation véritable, avec un minimum de rapport au droit et d'équilibre de force, serait que peut-être on annexe à Israël certaines de ces grosses villes qui ne sont pas très loin de la ligne verte, et qu'en échange, ça a été évoqué à plusieurs reprises dans les négociations qui ont eu lieu, eh bien on rétrocède d'autres territoires aux Palestiniens, notamment le long de la bande de Gaza. Après tout, ça serait revenir à ce plan de partage dont on parlait. Donc voilà la solution. Sinon, le reste, c'est en fait un système d'apartheid qui est déjà une réalité aujourd'hui, parce que c'est vraiment assez tragique de voir ce qui se passe, mais il faut dépasser tout cela si on veut vraiment avoir une paix juste et équilibrée avec un État d'Israël en toute sécurité et un État palestinien en sécurité. Et juste encore un dernier mot, la sécurité de l'État d'Israël ne peut pas être assurée sur l'insécurité absolue des Palestiniens. Il faut que les Palestiniens, eux aussi, soient en sécurité et en paix. Haute-Signol, à Aix-en-Provence, vous avez écrit aux éditions de Près de Loin avec Véronique Bontemps un Vivre sous occupation pour raconter le quotidien des Palestiniens en disant au départ, au fond en préambule, que les médias se focalisaient trop parfois sur l'aspect sur l'aspect important géopolitique du conflit israélo-palestinien. Vous connaissez bien, comme Jean-Paul Chagnollo d'ailleurs, mais ces territoires-là. Que pensez-vous que cela puisse changer dans le quotidien si, comme cela va sans doute arriver, la Palestine est reconnue comme État, même non membre, mais à l'ONU, Haute-Signol? Quel signe ça donne sur les populations? Ça changera pas grand-chose. Et d'ailleurs, les populations ne sont pas particulièrement excitée par la perspective de ce vote à l'ONU. J'aimerais revenir sur le débat précédent, sur l'idée de solution de comptoir économique, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Chagnollo a dit, sur le fait que ça ne serait tenable que si ça paraissait juste comme solution territoriale aux Palestiniens. Or, en fait, il faut bien, justement, sur le vécu, le vivre sous occupation, il faut bien avoir conscience que pour les populations palestiniennes, ces colonies qui sont vraiment visuellement, qui accaparent le territoire, c'est un signe très fort pour les Palestiniens qui rappelle sans arrêt que l'occupation est là, qui rappelle sans arrêt la domination politique et militaire des Israéliens. Les colons sont des personnes qui circulent avec des armes. Il y a des checkpoints militaires pour permettre l'entrée et la sortie dans ces colonies, qui sont interdites aux Palestiniens. Il y a des barrages militaires en nombre moins important que par le passé, mais quand même, il y a des barrages militaires aux portes d'entrée et de sortie des grandes villes palestiniennes. Donc voilà, l'occupation, elle est présente dans le quotidien des Palestiniens, avec tout l'arbitraire en termes de contrôle des populations et l'insécurité, effectivement, à la fois physique, mais en termes de gestion de son temps, etc., que ça implique pour les populations au quotidien. On ne sait pas combien de temps on va mettre pour aller à son travail, on ne sait pas si on va pouvoir passer le checkpoint pour aller se faire soigner à l'hôpital, etc. Donc cet État qui est proclamé, effectivement, c'est important parce que ça replace la question palestinienne dans le droit international, ça réaffirme
affirme la légitimité des droits nationaux palestiniens, mais sur le terrain, ça ne va pas changer le rapport de force politique et la réalité de l'occupation, avec la croissance exponentielle du nombre des colonies qui sont construites. Et donc, le temps joue contre les Palestiniens. Et est-ce que, alors en tout cas en revanche, ça va tout de même redéfinir les rôles politiques des uns et des autres, le Hamas d'un côté, le Fatah de l'autre. Est-ce que par exemple, on va assister peut-être à une forme de consécration de Mahmoud Abbas à l'ONU pour ensuite éventuellement constater sa disparition si le Hamas, lui, de son côté, est conforté par les négociations qu'il va mener et qu'il mène déjà avec Israël. Est-ce que là, on va pas avoir encore une fois aussi quelque chose de très paradoxal tout de même entre la question du droit international, certes, Jean-Paul Chéniaud, mais la réalité sur le terrain? Écoutez, je crois que ça, c'est l'affaire des Palestiniens. Il a tout à y perdre, Mahmoud. Tout à y gagner, tout à y perdre, entre guillemets. C'est l'affaire des Palestiniens. Bien sûr. Et je crois que, je dirais que c'est leur drame, quoi. C'est-à-dire que s'ils sont pas capables de retrouver le chemin d'une véritable réconciliation nationale, eh bien, ils sont dans l'impasse complète. Mais pour vous, est-ce qu'il y a des signes qu'ils la retrouveraient ou pas? Écoutez, il y a deux choses. Comment vous voyez le moment présent sur ces questions-là? On va dire en deux temps. En premier temps, lorsqu'il y a eu les révoltes arabes, disons qu'au début 2011, début de l'année dernière, la population palestinienne a souhaité qu'il y ait unité. Et il y a eu du coup un accord entre le Fatah et le Hamas au mois de mai 2011 qui prévoyait un gouvernement d'union nationale. Ça s'est pas fait, puis après il y a eu d'autres négociations. Je vais passer les détails, et on est toujours dans ces pseudo-négociations qui n'aboutissent pas. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde les choses de manière très très lucide, on voit plutôt les signes d'une impossibilité de se retrouver, quoi. C'est-à-dire que moi j'étais il y a pas très longtemps avec des responsables palestiniens de haut niveau et qui considéraient les autres vraiment d'une manière extrêmement critique. Je vous cite une phrase d'un des plus hauts responsables palestiniens du côté de l'autorité palestinienne qui disait les frères musulmans égyptiens sont d'abord égyptiens. Ça en dit beaucoup. Et les frères musulmans palestiniens sont d'abord frères musulmans. Et alors c'est vous dire un peu l'image que certains des hauts dignitaires de l'autorité ont du Hamas. Et du côté du Hamas, c'est un peu la même chose. Donc il y a une vraie fracture. S'ils sont pas capables de la dépasser, eh bien ils sont dans l'impasse. C'est clair. Et de même qu'il y a une fracture haute signole quand même au sein même du Hamas. Si je cite, ça n'est pas si vieux, un entretien de Jean-Pierre Filiu dans l'Express en 2011. Je le cite précisément. Alors qu'il jouit d'un pouvoir absolu sur la bande de Gaza depuis son coup de force en 2007, le Hamas, disait Filiu en 2011, n'a pas réussi à faire avancer la question palestinienne et il n'est pas parvenu, après tout, à améliorer les conditions de vie des 1,7 million d'habitants de Gaza, Haute-Signol. Oui, tout à fait. Le Hamas, en fait, se trouve dans une situation d'équilibriste un peu inconfortable vis-à-vis de la population de Gaza, parce que il est arrivé au pouvoir avec une légitimité qui reposait très largement sur le fait qu'il était l'acteur majeur de la résistance contre l'État d'Israël. Et arrivé au pouvoir, l'enjeu pour lui a été d'asseoir la stabilité politique à Gaza et donc de faire en sorte de contrôler les groupes armés de manière à ce qu'il y ait moins de tirs de roquettes contre l'État d'Israël. Et donc il est vu par une population de sa base militante et puis des groupes d'opposition, notamment salafistes, djihadistes, mais aussi le FPLP, donc plutôt de gauche. Il est vu comme quelque part faisant le jeu d'Israël et même traité de collaborateur de l'État d'Israël. Et dans le même temps, s'il en fait trop, j'ai envie de dire, du côté de la lutte armée contre Israël, eh bien, il risque ce qu'il a eu en 2009, c'est-à-dire une incursion terrestre qui est ravageuse pour pour les populations civiles et puis qui a des conséquences économiques absolument désastreuses pour la population de la bande de Gaza. Donc, il est dans cette position d'équilibriste-là. Et vraiment, pour revenir à la question de la réunification nationale, j'ai aussi le sentiment qu'elle est assez structurelle et qu'aujourd'hui, ce n'est plus la priorité, effectivement, des élites politiques au sein des deux appareils, de partis. Et pour le Hamas, là aussi, le temps joue en sa faveur. Il est favorable quelque part au statu quo. Son ambition, sa priorité, c'est vraiment de contrôler politiquement la bande de Gaza et de faire en sorte, effectivement, que les populations
est une des conditions de vie plus favorables et de faire en sorte que le blocus économique qui pèse sur cette bande de Gaza depuis 2006, c'est quand même long maintenant, ça s'allège un petit peu. Donc c'est ça l'enjeu véritable pour le Hamas aujourd'hui. Jean-Paul Chagnolot ? Oui, moi je ferais deux remarques. La première, c'est qu'il faut revenir juste un petit peu à l'histoire très, très récente. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des élections législatives en Palestine qui, malgré qu'elles étaient sous occupation, ont été transparentes et assez bien organisées. Et qui a gagné ces élections ? C'est le Hamas. Il faut quand même pas oublier ça. Il a oublié ça et il a gagné. Pas de beaucoup d'ailleurs, enfin on va pas regarder le détail, mais ce serait intéressant de voir en termes de mode de scrutin, mais bon, c'est un autre sujet. Et ça a été récusé par beaucoup, ça a été récusé par les Européens notamment, qui avaient voulu ces élections, et ça a contribué à cette crise, vraiment beaucoup. On aurait peut-être dû jouer le jeu démocratique jusqu'au bout, ou bien ne pas faire d'élections. Enfin, je veux dire, c'était ça la vraie question. Ça, c'est la première chose. C'est très intéressant ce que vous dites là. Enfin, oui. C'est juste un rappel de l'histoire. Est-ce que cela veut dire qu'il y a tout de même, alors par moment, un défaut de politique avec un P majuscule de la part des observateurs internationaux. Les Européens sont toujours à contre-temps. Regardez là, aujourd'hui, la politique européenne, vous allez avoir 3 votes, ou en tout cas 2. Les oui, les abstentions, et peut-être qu'il y aura des non. Ils sont absolument nuls. Alors même que c'est nous qui payons, puisque l'autorité palestinienne reçoit 1 milliard d'euros tous les ans de la part de l'Union européenne. C'est quand nous qui tenons à bout de bras cette autorité palestinienne. Ça fait partie des plus importants donateurs de l'autorité palestinienne, c'est vrai. C'est dans la grande tradition, et on va dire, des politiques françaises. Moi, je vais dire les choses de manière plus brutale. Nous finançons l'occupation. Nous finançons l'occupation parce que finalement, si on était cohérent, on donnerait de l'argent, mais on exigerait aussi qu'au-delà, il y ait une réalité politique, c'est-à-dire qu'on sorte de cette situation d'occupation. Or, aujourd'hui, les Européens ne font rien pour essayer d'arriver à une solution politique. Donc, on alimente, on fait vivre les gens, et c'est tout, quoi. Est-ce que, et alors je voudrais revenir décidément, mais parce que c'est intéressant, cet article de Avraham Yehoshua dans Libération, en page rebond, je vous soumets, je vais essayer de les résumer rapidement, il dit au fond qu'il faudrait arriver à discuter et à passer accord entre Israël et le Hamas sous 4 conditions, 4 principes, dit Avraham Yehoshua. Il faudrait obtenir le consentement du Hamas à un contrôle international rigoureux de la démilitarisation de Gaza, et notamment les missiles à moyenne et à longue portée. 2. L'ouverture de la frontière entre l'Égypte et Gaza. 3. L'ouverture de la frontière entre Israël et Gaza pour le passage contrôlé des travailleurs palestiniens, vous y faisiez allusion, Jean-Paul Chagnolot, et l'ouverture graduelle d'un passage sûr entre Gaza et la Cisjordanie, selon les accords d'Oslo, dans le but de restaurer l'unité palestinienne. Haute-Signol, Aix-en-Provence, et Jean-Paul Chagnolot. Ces 4 principes de Avraham Yehoshua. Je dirais que c'est un des risques pour les Palestiniens aujourd'hui, c'est-à-dire que de se laisser cantonner par l'État d'Israël à de simples accords entre l'État d'Israël et le Hamas. Le Hamas cherche à se débarrasser, j'ai envie de dire, de la bande de Gaza, de son contrôle à la fois politique, économique, militaire, et à faire en sorte que la bande de Gaza tombe dans le giron de l'État égyptien, ce que ne veut surtout pas l'Égypte. Attendez, j'ai bien compris, vous dites que le Hamas veut se débarrasser de Gaza. L'État d'Israël. L'État d'Israël, vous avez fait un lapsus. Oui, j'ai eu un... L'État d'Israël. D'accord. Tout est possible dans cette région. Oui, vous avez raison de faire de précision. Voilà, pardon. L'enjeu territorial, sécuritaire pour l'État d'Israël, c'est la Cisjordanie et voilà, le contrôle de la Cisjordanie. La bande de Gaza est vraiment, voilà, je dirais, moins un enjeu sécuritaire sur le plan militaire et même économique pour la bande de Gaza. Et d'ailleurs, ils en sont partis. Et donc, la stratégie israélienne depuis 2006-2007, c'est de faire en sorte que cette bande de Gaza, sur le plan économique, soit de plus en plus rattachée à l'Égypte. Et eux ne verraient aucun souci à ce que justement les biens de tout le commerce, des biens de consommation, les populations, etc., passent uniquement par un terminal reliant l'Égypte à la bande de Gaza. Et c'est un des risques des accords de cessez-le-feu là qui sont mis en place, c'est de faire en sorte qu'on ait un face-à-face entre le Hamas, qui gère uniquement la bande de Gaza, et l'État d'Israël. Je ne pense pas que le Hamas se laisse enfermer dans cette dimension-là. Ils sont bien conscients de ce risque et des enjeux politiques pour l'ensemble de la population palestinienne, mais voilà, c'est une solution, j'ai envie de dire, qui satisferait bien l'État d'Israël.
Si l'on cite Avigdor Lieberman, tout de même, voilà ce qu'il dit, le ministre des Affaires étrangères israélien. Il y a une division claire du travail. Mahmoud Abbas s'occupe du terrorisme politique et le Hamas s'occupe du terrorisme traditionnel. Jean-Paul Chagnolot. Pour Lieberman, parler, c'est du terrorisme. Donc c'est tout à fait... Mais je voudrais revenir sur les critères qui ont été évoqués. Je crois que vous avez évoqué au début, sur la démilitarisation, les liens, les ouvertures relatives du côté d'Israël, etc. Je pense que ça serait les bases d'un règlement politique. Si c'est les bases d'un règlement politique, ça a du sens. Si c'est simplement un arrangement provisoire, c'est effectivement quelque chose qui est assez contre-productif. Je pense que les Israéliens aujourd'hui, ce gouvernement-là, moi je généralise jamais, ce gouvernement israélien, évidemment, rêve que Gaza soit détaché du reste. Parce que du coup, par exemple, la dimension démographique est quand même au cœur de la question. Si la droite, par exemple, envisage quelquefois un État palestinien, c'est pour des raisons démographiques. Il faut qu'on se débarrasse des Palestiniens. Le moyen, c'est un État, même si c'est un État croupion. Mais dès lors qu'il n'y a plus de questions démographiques, là, ça se pose en d'autres termes. Si vous écoutez certains responsables du Likoud, ou bien Lieberman, qui est quand même ministre des Affaires étrangères, eh bien, lui, il verrait très bien que ces 1,6 million ou 1,7 million habitants de Gaza soient hors jeu, en quelque sorte, avec un émirat du Hamas qu'on essaierait de limiter. Et puis, si on pouvait le redonner à l'Égypte, mais ça, évidemment, les Égyptiens sont parfaitement conscients de ça. Et puis, juste un mot, je voudrais, très brièvement, parce que j'ai vu que vous avez sursauté tous les trois là, quand j'ai évoqué l'idée que l'Europe finançait l'occupation. C'est un raccourci évidemment extrêmement schématique, j'en suis bien conscient, sauf que... La parole est libre. Non, mais la parole est libre, mais l'explication quand même, c'est quand même important. C'est paradoxal. Mais non, c'est paradoxal, oui et non. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est que l'Europe, l'Union européenne, se comporte comme un banquier, sans véritablement appréhender les conséquences politiques de ce qu'elle fait. Et quand il y a par exemple des constructions qui sont faites par les Européens, avec une guerre démolie, ils vont reconstruire derrière, mais ils n'ont jamais entrepris une action politique d'envergure qui pourrait être le complément de ce qu'ils font sur le plan financier. Vous pouvez pas nier qu'il y a un fort développement économique de la Cisjordanie, il y a un véritable boom économique alors que Gaza s'enfonce. C'est une illusion totale. Et on n'y est pas pour rien. Non, c'est une illusion totale. Je vous assure, moi je reviens de passer 3 semaines là-bas sur le plan économique. On a notre banquier avec Adi. Non, mais sur l'idée de la croissance économique, il y a effectivement un boom immobilier à Ramallah. Et puis ça s'arrête à peu près là. Dans d'autres endroits, c'est tout. Alors où passe le milliard d'euros ? Alors où passe le milliard d'euros de l'Union européenne ? C'est une vraie question. Il y a aucune ressource. Non, mais juste, il y a aucune ressource économique, aucune richesse véritable de créer en Cisjordanie. Et on parlait tout à l'heure des exportations quand vous n'étiez pas là. Les exportations, elles sont israéliennes. Les importations, sont israéliennes ou chinoises. Et les importations palestiniennes sont très largement inexistantes. Donc on est vraiment dans une illusion totale sur le plan de la croissance économique. Je ne voudrais pas qu'on oublie Aude-Signol. C'est au contraire la pauvreté qui menace. Aude-Signol sur ces questions. Je vous en prie, oui. À Aix-en-Provence. Oui, non, effectivement, c'est plutôt une bulle économique, c'est une illusion, cette impression de croissance dans la Cisjordanie. Il y a un creusement des inégalités absolument préoccupant. Et il y a eu d'ailleurs des mouvements de mobilisation en septembre-octobre 2012, là récemment, contre la vie chère en Cisjordanie. Donc il y a vraiment la majeure partie de la population de la Cisjordanie qui souffre incontestablement de la situation économique. Alors que finance l'Union européenne ? Elle a très largement financer le secteur sécuritaire en Cisjordanie. Ça, c'est un point qu'on n'a pas encore évoqué. Mais le gouvernement de Salam Fayyad, donc en place en Cisjordanie, a réformé le secteur de la sécurité, les forces de police, et l'Union européenne a très largement financé la formation de ces forces de police, etc. Et c'est ce qui explique aussi que Mahmoud Abbas et le gouvernement de Salam Fayyad ne soient pas très très populaires en Cisjordanie même, parce qu'ils sont vus comme, quelque part, jouant le jeu de l'État d'Israël et bien arrêtant les membres militants du Hamas. Il faut rappeler le faible taux de participation aux dernières législatives en Cisjordanie en octobre. L'élection de dissidents, notamment du parti de Mahmoud Abbas dans plusieurs villes. Le Fatah de Mahmoud Abbas est effectivement affaibli. Au municipal. Au municipal, pardon. Au municipal, oui. Oui, juste une anecdote. J'étais avec Salam Fayyad il y a 3 semaines et
Et c'était très intéressant parce que je l'avais vu il y avait 2 ans, 3 ans, et il était dans cette perspective qu'on vient d'évoquer, qui est qu'on construit des institutions pour faire un État. Et effectivement, une partie de l'argent, pour reprendre à votre question, c'est aussi pour les institutions. Et c'était ça sa stratégie. Et là, je l'ai vu profondément amer, c'était il y a 3 semaines, c'est pas vieux, parce qu'il disait, regardez, on vient d'accepter comme État à part entière dans les relations internationales le Soudan, le Sud-Soudan, qui n'a que 50, me disait-il, qui n'a que 50 km, j'ai pas été vérifié, de route, pour dire il n'y a pas d'institution, il n'y a rien, mais on l'a accepté. Et nous, ça fait des années qu'on essaie de construire notre État, et on nous le refuse toujours. Et cette amertume de Salam Fayyad était très intéressante et un peu triste à constater. Agnès Benassi-Kéré. Juste par rapport à l'aide européenne, qui est quasiment une aide humanitaire, donc qui pose la question, comme toujours, est-ce que l'aide humanitaire soutient la guerre civile en permettant qu'elle continue, et parce que les gens sont secourus. Et donc je voulais juste rappeler des travaux économétriques, donc c'est-à-dire avec des statistiques qui montrent que la pauvreté est véritablement une source, une cause significative de guerre civile. Et c'est vrai que la guerre détruit la richesse, mais c'est surtout vrai que les populations pauvres vont aller plus facilement vers le conflit. Donc en cela, c'est déjà ça, de soutenir, de limiter les conséquences absolument catastrophiques de ce conflit en Palestine. Oui, vous savez, il y a les statistiques et puis il y a des réalités singulières. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, depuis quelques années en Palestine, c'est qu'au fond, on n'est plus dans le conflit. Il y a une dépolitisation assez importante dans les populations palestiniennes, chez la jeunesse en particulier, alors qu'ils ont participé à des intifadas à moins de 2 reprises. C'est qu'il s'agit de vivre, tout simplement. Et quand je repense à tout ça, je vois ce jeune dont je vous parlais tout à l'heure, qui était dans un petit village à Safa, quelques encablures de la ligne verte, qui tous les matins une fois tous les mois, il va en Israël. Il reste un mois, il revient, parce qu'il faut vivre tout simplement. Il veut se marier, il n'a pas d'argent, donc il fait n'importe quoi pour essayer de gagner sa vie, quoi. Je voudrais qu'on écoute une archive, notamment, on sait par exemple que la France a tout de même hésité, a mis du temps avant, en tout cas, d'annoncer son vote en faveur de ce statut rehaussé, comme on dit, pour les Palestiniens. Ça nous rappelle tout de même le temps où la France, par exemple, jouait un rôle qui était plus clairement, on va dire même quasiment provocateur, et notamment, vous vous souviendrez tout de suite, quand j'évoque la date, vous allez comprendre ce que nous allons entendre, nous sommes à la Knesset le 4 mars 1982, François Mitterrand. Il appartient, je le redis, aux Palestiniens comme aux autres, de quelque origine qu'ils soient, de décider eux-mêmes de leur sort, à l'unique condition qu'ils inscrivent leurs droits dans le respect du droit des autres, dans le respect de la loi internationale et dans le dialogue substitué à la violence. Je n'ai pas plus qu'un autre à trancher qui représente ce peuple et qui ne le représente pas. Comment l'OLP, par exemple, qui parle au nom des combattants, peut-elle espérer s'asseoir à la table des négociations tant qu'elle déniera le principal et le droit d'exister et les moyens de sa sécurité à Israël? Le dialogue suppose la reconnaissance préalable et mutuelle du droit de l'autre à l'existence, le renoncement préalable et mutuel à la guerre directe ou indirecte, étant entendu que chacun retrouvera sa liberté d'agir en cas d'échec. Le dialogue suppose que chaque partie puisse aller jusqu'au bout de son droit, ce qui, pour les Palestiniens, comme pour les autres, peut le moment venu signifier un État. Il faut rappeler que ce discours... 4 mars 82, a lieu à la Knesset, devant Menachem Begin, qui le reprendra très mal d'ailleurs, qui répondra. C'était l'homme de la droite dure, c'est la Likoud, bien sûr, mais bon, il faut quand même rappeler que... c'est de la politique avec un P majuscule. Ça. Oui, c'était avec un P majuscule, parce que Mitterrand, effectivement, anticipe ce qui va se passer 11 ans plus tard. 11 ans plus tard, nous sommes en 1993, et ce sont les accords d'Oslo, où il y a effectivement reconnaissance, et cette fameuse image où on voit Rabin qui serre la main de Yasser Arafat devant Clinton. Et ça, c'est quelque chose
de formidable. Et malheureusement, la cravate de Clinton. Malheureusement, ce processus je pense que la mort de Rabin a joué un rôle considérable dans l'échec de ce processus de paix, quoi. Haute-Signol, un dernier mot pour terminer. Est-ce que vous pensez au fond tout de même qu'aujourd'hui la communauté internationale manque parfois de discours politique avec au fond un P majuscule, même si cela a dû choquer. On sait comment aussi, par exemple, la communauté juive française était très émue de cette position de François Mitterrand, mais en tout cas le fait est que les choses avaient lentement mais un petit peu avancé parce qu'il fallait du coup faire avec le politique P majuscule. Haute-Signol. Oui, tout à fait. La communauté internationale, et bon, pour ce qui est de l'Europe, réagit toujours un petit peu à contre-temps. Et il y a un mot qui m'a frappé dans le discours de François Mitterrand, c'est le mot dialogue. En fait, l'absence de prise de position claire politique de l'Union européenne durant toute la période du processus de paix fait qu'aujourd'hui, pour la majorité des Palestiniens, la voie de la négociation n'est plus possible parce que pour eux, toutes ces décennies de négociations a conduit à davantage de colonisation, à la limite même davantage de domination sur le terrain de la présence israélienne. Et c'est ce qui explique aussi la désillusion de toute une génération de Palestiniens, la génération qui a négocié Oslo, et effectivement la dépolitisation de la jeunesse palestinienne qui dit à la génération des parents finalement à quoi ça a servi de parler, de dialoguer avec l'autre. Et qui considère aussi que la lutte armée n'est pas la solution, n'est plus la solution. Merci Aude Signol. Je rappelle que vous étiez en direct de France Bleu Provence et merci donc à Pascal Morel à la technique chez nos amis de France Bleu Provence. Vous avez publié Vivre sous occupation, quotidien palestinien avec Véronique Bontemps chez De près ou de loin. Et puis on peut lire également Les Palestiniens entre État et diaspora, le temps des incertitudes chez Cartala. Un dernier mot également Jean-Paul Chagnelot. Donc malgré tout quand même vous voulez rester optimiste avec l'idée que l'État palestinien soit reconnu à l'ONU? Très franchement, c'est très difficile d'être optimiste si on regarde les paramètres de manière lucide. Je crois que les prochaines étapes, parce que ce qu'il faut voir, c'est le jour d'après, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, une ouverture de négociation avec deux conditions fondamentales. Un, qu'on élargisse le périmètre, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement israélien et palestinien dans un face-à-face, mais qu'il y ait une intervention de la communauté internationale sous une forme à imaginer, et pourquoi pas les Européens, mais j'y crois pas trop. Et la deuxième chose, c'est qu'on revienne effectivement comme référent au droit international. C'est quand même ça le guide des relations internationales si on veut des relations internationales pacifiées.